Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et je pense que nous arriverons à nous mettre d'accord aujourd'hui avec Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin, chef d'entreprise. Bonjour, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Merci d'être avec nous, ravi de vous accueillir dans cette émission. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G. Bonjour. Vous êtes spécialiste en communication politique, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et vous venez de publier aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire. Le livre. Hein. Oui, vous attendez chez Michel Lafon. Oui. Ça sort quand ? Ça sort jeudi. Ah bah voilà, on peut précommander déjà. Tout à fait. Vous pouvez y aller. Et donc c'est une analyse. C'est une enquête, c'est à la fois une analyse sur les déterminants, je veux dire, de la progression du Rassemblement national, à la fois sur le plan électoral, sociologique, et puis c'est aussi une enquête sur la façon dont aujourd'hui le Rassemblement national s'organise dans sa bataille pour conquérir le pouvoir. Donc c'est un livre qui est à la fois un livre d'analyse et d'enquête. Très également. Bien, on l'attend avec impatience. On va commencer avec vous, Benoît, c'est un coup de cœur pour un livre. Alors effectivement, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques jours, qui s'appelle « Laissez-nous bosser » d'un entrepreneur qui s'appelle Lionel Roch. Et à l'heure où effectivement on parle de dévalorisation du travail, à l'heure où on nous parle de la semaine des 4 jours, à l'heure où on nous parle du droit à la paresse un peu dans tous les médias, c'est une espèce de bain de jouvence. C'est vraiment une ode à l'effort, au mérite. Et puis c'est un livre qui permet en fait de faire comprendre. Donc c'est un entrepreneur qui l'écrit, qui est vraiment dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il a une entreprise à la fois qui fait de l'événementiel et de la restauration. Et dans cet ouvrage, en fait, il prend la défense de tous ses confrères qui sont assommés par les normes, donc de tous les chefs d'entreprise. Il prend la défense de tous ses salariés qui sont assommés par les impôts. Et puis, il prend d'une manière générale la défense de son pays, et il considère effectivement que les PME sont essentielles en France et qu'on ne les valorise pas en France. Et donc, pour aller vite, c'est vraiment un ouvrage qui fait du bien et qui permet de rappeler quand même que la promotion sociale se fait en grande partie par le travail. Oui, écoutez, donc ça s'appelle « Laissez-nous bosser », Lionel Roch aux éditions de l'Observatoire. Benjamin Cauchy, c'est un coup de cœur. Oui, pour une fois, n'est pas coutume. Ouais. Un coup de cœur sur un concert qui a lieu à la Défense Arena samedi dernier. C'était le concert des 20 ans de Black Eyed Peas. Donc évidemment, ça vous paraît un peu, des propos qui changent de l'actualité. Mais pour autant, ce concert était extrêmement agréable. Il y avait de toutes les générations. Mais ce qui m'a intéressé surtout dans ce concert, c'était de voir un petit peu comment les forces publiques, au-delà de l'aspect artistique, comment les forces de l'ordre étaient capables de gérer un événement qui rassemblait 40 000 personnes à quelques dizaines de jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et une loi qui est passée en mai 2023, une loi sécurité Jeux Olympiques, permet désormais d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale algorithmique qui permet de détecter artificiellement des comportements qui ne seraient qu'on considérait comme anormaux, permettant aux forces de l'ordre d'agir au plus vite. Donc vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, il y avait eu énormément de contestations vis-à-vis de cette disposition, les comparant finalement à la gestion des troupes et la gestion des foules que les Chinois organisaient depuis de nombreuses années. Vous savez que sur les passages piétons en Chine, si vous traversez, vous êtes reconnu facialement et vous percevez directement une amende à la maison. Là, en l'occurrence, c'était pour du maintien de l'ordre dans un énorme événement. Alors, je voulais casser un petit peu ces mythes que nous pouvions avoir. Je n'ai pas été survolé par des dizaines de drones. Je n'ai pas vu des centaines de policiers. J'ai vu des forces de l'ordre réparties de façon vraiment épisodique. Et il faut reconnaître que l'événement s'est extrêmement bien passé, tant à l'entrée des salles qu'à la sortie de la salle, jusqu'à l'usage des transports en commun, fluidité et des gens extrêmement calmes. Voilà, je voulais juste donner ce côté positif. Les Français sont capables d'organiser un événement de 40 000 personnes sans problème. Oui, moi, petit bémol, enfin pas sur votre coup de cœur, mais sur la sécurité pour les Jeux Olympiques, où on voit qu'il y a un affolement, et c'est pas faute d'avoir prévenu, mais qu'il y a un affolement absolument dingue en ce moment, de se dire qu'on n'aura pas assez d'agents de sécurité. Donc on voit des étudiants qui vont être recrutés comme agents de sécurité, des étudiants à qui on a demandé de quitter les Crous et autres logements étudiants, et c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont agents de sécurité
comme moi, danseuse au Lido. Pourquoi pas. Peut-être que je serais meilleure comme danseuse au Lido, mais non, mais ça de voir ça, Valérie. Effectivement, ça suscite le débat. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'une organisation privée comme la Défense Arena a été capable de le faire. Bien sûr, non, mais ça me permettait de faire ce petit coup Évidemment, de gueule. Et c'est vrai qu'Éric Revel nous a conseillé hier de lire un éditorial de Nicolas Bavresse tout à fait remarquable dans le Figaro Vox, où il parle de l'effondrement de la France dans tous les secteurs, que ce soit la diplomatie, la sécurité, c'est pas faute de le dire, et des petites choses comme celle-là, c'est-à-dire de voir que c'est les classements PISA. Et moi, ce matin, c'est vrai que j'ai réalisé, hier, je suis arrivée en retard, limite parce que j'ai mis 3 fois le temps que je mets pour arriver ici, puisqu'il y a la fermeture de l'autoroute de Normandie sur une partie de Paris à Versailles, parce que la chaussée est dangereuse, qu'il y a des fissures et que ça menace de s'effondrer. Et on se dit qu'on est en France et qu'on n'a pas vu venir ça, qu'on n'a pas avec notre argent et avec un endettement record. Et avec un endettement record. Enfin, surtout des impôts records. Oui. Des impôts records, un endettement record et des déficits records. On a maintenant sous les yeux un pays qui s'effondre, mais dont on voit, et franchement les fissures de la tresse sont presque un symbole. On voit vraiment notre pays qui se fissure. C'est-à-dire, dans tous les secteurs, vous l'avez dit, dans l'éducation, les résultats sont catastrophiques. En politique internationale, on a du mal à exister. En économie, c'est une catastrophe. On a vu avec la dette qui explose, les impôts qui continuent de monter, et un service public en face qui effectivement ne peut plus faire son travail. On se demande la fameuse question, où va l'argent? Alors on sait, on a déjà des pistes de réponse, mais c'est frappant, je trouve. Déjà la recherche de la dette. Là, exactement. Mais je crois qu'on vraiment l'écran de fumée est en train, en gros, enfin de disparaître sur la situation réelle de notre pays, et pour lequel on doit absolument, évidemment, prendre des mesures radicales si on veut enfin se redresser. Non, mais comment on en arrive là? C'est-à-dire que sur l'autoroute, vous imaginez, on vient de découvrir qu'il y avait des fissures dans la chaussée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entretien, ça veut dire qu'il n'y a pas de surveillance, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on n'investit plus. Vous me disiez hors antenne qu'il y a des classements d'autoroutes. Exactement, ça veut dire qu'on n'investit plus dans ce qu'il faut. En fait, on gaspille notre argent partout, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire par exemple la sécurité ou par exemple l'état des routes, et bien effectivement, on n'investit plus. On était premier au monde dans le classement des autoroutes il y a quelques années, il y a à peu près 20 ans. Aujourd'hui, on est 19e. Enfin, je veux dire, c'est pour vraiment qu'on comprenne l'état de déliquescence du pays. On a laissé de côté les enjeux régaliens et aussi les enjeux stratégiques. Et on a finalement privilégié depuis des années et des décennies les dépenses sociales. Il faut être clair, tout simplement. C'est ce qui explique. Et on l'a fait pour des raisons politiques, parce qu'on considérait que les dépenses sociales étaient un amortisseur d'un certain nombre de crises. Mais l'autoroute, en fait, elle est gérée par une société privée, Sanef, et elle exploite cette autoroute, sauf entre Paris et Orgeval, où le gestionnaire est l'État français, représenté par la DIRIF. Donc c'est bien l'État français qui est en cause sur cette partie-là, qui n'a pas fait son boulot, qui n'a pas entretenu cette autoroute. Et c'est partout pareil. Vous vous souvenez de cette terrible explosion de la rue de Trévise? Là, on a laissé également partir en vrille des installations gazières. Et il faut s'apercevoir qu'il y a une explosion un jour pour se rendre compte de l'état des choses. Donc oui, moi je suis assez d'accord avec vous, on est dans une forme de déliquescence partout. Mais il suffit de marcher sur les trottoirs il suffit de marcher sur les trottoirs de Paris, on trébuche aussi, on trébuche parce que c'est plus plane, c'est plus lisse, donc voilà, fini les talons hauts. Enfin ça c'est lié à la politique municipale de Madame Hidalgo quand même. Alors je vais vous raconter, je m'adresse aussi à nos amis qui viendraient à Paris, j'étais devant la Tour Eiffel, en voiture, et au feu qui est devant la Tour Eiffel, vous avez un homme qui dormait par terre dans un sac de couchage. Les policiers étaient stationnés un peu plus loin. J'ai vu un petit peu. Il y en a plein aujourd'hui. Oui, mais là on est devant la Tour Eiffel. Enfin, vous allez du côté, dans le premier arrondissement, vous allez du côté du Palais Royal également. Vous avez des gens qui dorment dehors. Un auditeur m'envoie, il me dit ça date de 2018 ces problèmes, surveillance des ponts en France, il y a des problèmes de crédit. Effectivement, il y avait eu la catastrophe de Gênes où là d'un seul coup tout le monde s'agite, mais visiblement force est de constater. C'était en Italie, oui, mais d'un seul coup tout le monde s'agite en disant comment ça se passe en France, etc. Bah, force est de constater que ça se passe pas. Alors après sur les JO, Valérie. Bon, moi je pense qu'il faut arrêter un peu avec ce JO-bashing, quoi. Je pense que quand un pays organise un événement de cette portée,
Je pense qu'il faut positiver et il faut être, en tout cas, souhaiter tous la réussite de cet événement. On peut le souhaiter, positiver. À condition que les habitants de la ville ne soient pas la variable d'ajustement des impérities de l'État et de la puissance publique pour organiser les Jeux Olympiques. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on se retrouve... Pour les Parisiens, ça va être extrêmement difficile, ces Jeux Olympiques. Et pour le contribuable français aussi, parce qu'on sait toujours que depuis à peu près 10 ans, ça fait à peu près 10 ans, qu'on sait que globalement, entre le coût initial et le coût final des Jeux Olympiques, c'est en général x2, x3, x4. Ouais. Donc la difficulté aussi, c'est ça, c'est aussi une question, malheureusement, d'argent public. Si on baignait dans l'argent, je dis pas je pense que la question se poserait pas, mais là, le problème, c'est que ça va coûter très cher. On a multiplié par 3 déjà le coût initial. Faut pas organiser les Jeux Olympiques. Faut pas organiser de grandes manifestations sportives. Non, moi je dis non. Ça fait pas partie d'une fierté nationale. Non, moi ça me rend pas fière. Ça vous rend fière ? Après la réussite des JO, je serais très fière, oui. J'espère qu'on va avoir énormément de médailles. Mais fière de quoi ? Je trouve que c'est le nationalisme, exacerbé. Non, moi, je suis pas du tout nationaliste. Non, mais alors vraiment être fière d'athlète, je vais être extrêmement poujadiste et populiste, mais non, ça me rend pas fière. Je veux dire, je serais ravie. Je suis ravie que ça se passe ailleurs, mais je vois pas l'intérêt de construire des stades, des choses comme ça. Regardez ce qui s'est passé à l'étranger. Montréal paye encore son stade olympique. Terminé, je crois. Ils ont fini par le payer. Ils ont fini par le payer, sauf qu'aujourd'hui il y a les réparations. C'était 76. Enfin voilà, bon, je suis peut-être rabat-joie, mais moi ça ne me rend pas fière. Les Jeux Olympiques, je trouve que ça va coûter beaucoup d'argent, que l'État dans lequel se trouve le pays a peut-être besoin de mettre cet argent ailleurs. Et quand on voit l'État, ne serait-ce que de Paris, on peut s'interroger. Moi, je pense qu'on a besoin de moments d'unité nationale, de moments de communion, et que ça fait partie de ces moments aussi d'exacerbation d'une fierté, où un peuple peut se retrouver aussi autour de ses athlètes. Moi, ça me semble très important. Je l'ai vu récemment avec la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan, où il y avait... Non, si, parce que c'était également... on n'arrivera jamais à l'organiser, c'est terrible, la pelouse du foot est détrempée, de l'argent était détourné, etc., etc. Et in fine, il y a la fierté d'avoir réalisé ça. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est candidate pour organiser la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est très important qu'une nation arrive à se retrouver autour de tels événements. On aurait pu le faire de manière plus sobre. L'opium du peuple. Pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. La religion, vous voulez dire ? Du pain et des jeux. Du pain et des jeux, voilà, c'est ça. La religion, l'opium du peuple. Oui, vous avez raison. J'ai cherché, je me suis trompée. C'était Marx, hein. Je me suis trompée dans le marxisme. Valérie est marxiste. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être danseuse on peut pas être danseuse au lido et connaître et relire Karl Marx. Voilà, et relire Karl Marx. Non, je trouve que ça, voilà, on se mettra pas d'accord. On se mettra pas d'accord là-dessus. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On a plein de sujets aujourd'hui sur le général. Est-ce qu'il faut généraliser le couvre-feu pour les mineurs, LFI et la stratégie du chaos, et puis le droit de correction et les violences éducatives. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes là pour commenter l'actualité avec Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Geneviève Gonsinger, présidente de l'agence Image avec 2G, communicante politique, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous allez publier dans 2 jours aux portes du pouvoir, RN l'inéluctable victoire, qui paraît chez avec Michel un point d'interrogation Lafon, quand même, absolument. Oui, il y a un point d'interrogation. Absolument. On va revenir sur le couvre-feu à Béziers, à Nice, pour les moins de 13 ans. Faut-il généraliser ces couvre-feux pour les mineurs ? On va parler du droit de correction et de violences éducatives et des violences éducatives avec une décision de justice qui a été beaucoup commentée d'un père relaxé au nom du droit de correction, et puis LFI et la stratégie du chaos. Un auditeur me précise par rapport à notre discussion précédente que le Stade Olympique de Montréal a été fini de payer en 2016, mais une rallonge de 292 millions de dollars pour refaire le toit a été donc demandée, et ce sont les fumeurs qui payent le stade avec les taxes sur les cigarettes. Voilà, mais ce sont néanmoins des taxes. Mais vous voyez, ce Stade Olympique de Montréal, ils n'en finissent pas de le payer. Non, mais c'est joli la cigarette versus le sport. Absolument.
Absolument, non, c'est exactement ça. On continue notre tour de table. Geneviève, vous, c'est un coup de gueule. Oui, comment est-ce qu'on arrive à contourner la réforme des retraites pour une catégorie de population? Je trouve ça absolument incroyable. C'est un accord de fin de carrière qui a été conclu à la SNCF entre 4 centrales syndicales et la direction, et qui permettent en fait purement et simplement d'acheter la paix sociale, mais via un contournement de la réforme des retraites. Donc comment c'est possible? Alors, entre 6 mois et 18 mois pour les contrôleurs, mais dans 6 mois, 15 mois pour le reste du personnel de la SNCF, ça peut aller jusqu'à 18 mois pour les contrôleurs, avant votre départ à la retraite, vous pourrez arrêter de travailler, en fait, purement et simplement, rester à la maison et être payé 75% de votre salaire. Comment c'est possible? Donc de la part ça s'appelle le dialogue social à la SNCF. Donc en fait c'est quand même une entreprise publique, non, la SNCF. Ouais. Donc en partie financée par le contribuable, financée aussi par les billets de train, enfin pas par nous, qu'un train qu'on trouve très cher. Donc je trouve ça assez anormal pour rester. Ces effets, donc c'est. Moi j'ai juste une question. Est-ce que c'est pour le personnel qui est actuellement à la SNCF, ou est-ce que ça s'applique aussi à ceux qui vont rentrer à la SNCF? Je pense que c'est pour le personnel actuel. Alors en échange de ça, mais pas pour les nouveaux entrants. En échange de ça, les préavis de grève ont été levés. Vous savez qu'il y avait des préavis de grève à la fois. Les usagers des trains voient ainsi s'éloigner la menace d'une grève pendant les ponts du mois de mai. On est content. Les ponts du mois de mai et sans doute les JO, sauf si d'ici là il y a d'autres revendications. Ouais, jusqu'à 18 mois non travaillés, où les travailleurs, les salariés sont rémunérés à 75%. Un avis, monsieur le directeur des contribuables associés? C'est à peu près 20 milliards par an payés par le contribuable français en soutien de cette structure. J'ai juste un truc à dire, c'est que en fait, si on veut réconcilier, je crois, les fonctionnaires, ou en tout cas les agents des entreprises publiques ou parapubliques avec les Français, il faut arrêter avec justement ces excès. Je veux dire, le meilleur moyen de réconcilier les Français avec ces personnels-là, c'est en fait, en gros, de rétablir une espèce d'équité, d'égalité, d'arrêter ces droits exorbitants qui justement exaspèrent l'ensemble des citoyens français. Oui, alors une chercheuse économiste au CNAM nous dit que c'est un dispositif qui est loin d'être unique, et que ça existe déjà chez Michelin et chez Orange. C'est ce qu'on pourrait appeler des pré-retraites d'entreprise. Les salariés restent dans le personnel, mais dans des périodes de temps non travaillées. C'est des sociétés privées par des entreprises privées sur leurs bénéfices qui font ce qu'elles veulent de l'argent. Absolument, oui. Benjamin Cauchy. Oui, effectivement, ce qui a été relevé à l'instant sur le plateau, c'est que ce sont des entreprises privées. J'ai écouté il y a quelques jours de cela la DRH de Michelin, qui effectivement a une politique salariale extrêmement pertinente. Et effectivement, c'est l'accord d'entreprise qui prime sur l'accord de branche, qui prime de toute façon sur le droit du travail. Donc lorsque des entreprises privées ont une vertu sociale, parce qu'elles ont des bénéfices, parce qu'elles ont des résultats, et parce que forcément elles arrivent à associer à la fois équilibre social et compétitivité, j'ai envie de dire banco, et tant mieux, et félicitons-nous-en. En revanche, concernant la SNCF, c'est quand même le contribuable. On a démarré l'émission en parlant des 3100 milliards de dettes. Ça commence à devenir incongru. Donc pour moi, ce n'est pas le fruit du dialogue social, c'est le fruit d'un chantage social. Oui, bon, c'est ça. C'est un chantage à la grève. Et nous avons rapport de force. C'est la bourse ou la vie. Le rapport de force qui est imposé par les syndicats. Et je vous signale que les contrôleurs aériens seront en grève jeudi. Pas prendre l'avion. Près de 70% des vols devraient être annulés normalement. On continue avec vous, Arnaud Benedetti, sujet qu'on a évoqué légèrement hier. C'est un coup de gueule. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo dans cette université américaine, à Yale, très précisément, d'un étudiant juif qui est interdit de rentrer dans les locaux de l'université par des manifestants pro-palestiniens. Ça en dit long aujourd'hui sur la dégradation du climat dans un certain nombre de nos démocraties, et là, pour le coup, dans la plus grande démocratie libérale du monde, c'est-à-dire aux États-Unis. Alors, c'est pas le pouvoir fédéral qui est bien évidemment responsable, en l'occurrence. Mais quelque part, ce qu'on note, et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit aussi aujourd'hui apparaître en France, c'est que une certaine gauche a finalement renoncé aux fondamentaux qui étaient les siens, c'est-à-dire l'universalisme en l'occurrence,
et réhabilite à sa façon une forme de racisme décomplexé et d'antisémitisme décomplexé au nom d'une lutte qui est la lutte légitime d'ailleurs du peuple palestinien pour disposer d'un État. Moi je trouve ça bien évidemment tout à fait choquant et quand même pour des gens qui comme nous avons été élevés quand même après-guerre pour la plupart, j'imagine que ces images étaient totalement impossibles pour nos générations et elles le redeviennent aujourd'hui pour des générations qui ont 18, 20 ans qui manifestement n'ont pas la mémoire de ce qui s'est passé en Occident et en Europe durant la Seconde Guerre mondiale ou qui ne veulent pas avoir cette mémoire et qui finalement vont chercher des gens et les dénoncer sur leurs origines, sur ce qu'ils sont, sur leur trajectoire. Je trouve ça absolument lamentable. Et alors, il y a une responsabilité aussi, il faut le dire quand même, d'un certain nombre de responsables d'universités, y compris aux États-Unis, qui laissent faire et qui ne prennent pas les sanctions qu'il faut prendre. On voit bien que, par exemple, à Sciences Po Paris, il y a une espèce d'hésitation à sanctionner un certain nombre de comportements aussi. Je trouve que on rentre dans un climat qui est de plus en plus mauvais et où finalement sont des jeunes qui sont en principe, je veux dire, formés la plupart du temps, qui sont censés avoir... On parle de Yale, on parle de Columbia. On parle éventuellement de Sciences Po Paris et qui finalement... sont dans un combat qui est un combat extrémiste, radicalisé, et qui est pour le moins inquiétant. Voilà. Et je crois que ça, il faut le dénoncer et se battre. Mais il y a une responsabilité, en effet, de la gauche, d'une partie de la gauche, finalement, qui, par sa radicalisation, par sa volonté de cliver toujours plus, aujourd'hui, légitime ce type de comportement. Alors, ce qui était très intéressant dans les images, je le dis, parce que la plupart des étudiants qui bloquaient l'accès de cet étudiant juif, qui était très digne d'ailleurs au demeurant, et qui a pris les images, c'était pratiquement tous des blancs. Très intéressant ça aussi, de voir que ce combat, au nom de minorités, est très souvent porté par des étudiants qui sont tous, la plupart du temps, d'origine européenne. C'est quand même là aussi quelque chose qui, me semble-t-il, dit... ça dit quelque chose en effet sur l'évolution de ces combats. Non mais il y a donc à Yale des arrestations ont été faites et on a appris ce matin que Columbia passe ses cours en distanciel. C'est-à-dire que la situation est tellement tendue que ça devient pratiquement impossible. Et on voit qu'à Sciences Po... Oui, mais il y a une responsabilité de la direction des universités, des présidents d'universités, qui ont laissé faire et qui ont laissé globalement se propager ce climat. Oui, je sais pas, une réaction... J'ai l'impression que c'est un peu comme la SNCF qui est dans le dialogue social. J'ai l'impression qu'effectivement les directions d'université sont en fait, pour apaiser les choses, sont en fait dans une espèce de complaisance totale vis-à-vis d'une gauche qui est radicale. Et alors qu'à l'université, qui est le lieu de débat par excellence, eh bien, une certaine gauche, effectivement, empêche certains de s'exprimer, ce qui est évidemment absolument scandaleux. On est dans un climat qui est un climat de haine, en fait, qui aujourd'hui est exacerbé. Mais Arnaud a raison de dire qu'on est quand même un peu glacé par ces images et par cette ambiance. Et on évoque les États-Unis, mais effectivement, Sciences Po Paris ou même certaines facultés, si on pense à Nanterre, c'est ce que disait Florence Bergeau-Blaclair. Elle ne peut pas, elle est interdite de Sorbonne, elle est interdite de Sciences Po. En revanche, on invite Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les étudiants qui ont invité Jean-Luc Mélenchon pour faire une conférence sur la Palestine, entre autres. Donc, je sais pas, Benjamin. Oui, c'est un petit peu l'avènement du communautarisme. Je ne suis pas tant surpris que cela, même si ce sont des images glaçantes, effectivement, et qu'ils sont évidemment à dénoncer le plus fortement possible. Je suis moins surpris que cela se passe aux États-Unis, puisque le communautarisme, aujourd'hui, est quand même, j'ai envie de dire, le liant, finalement, paradoxalement, de ce qu'est la population américaine. Nous, en France, là, je suis d'autant plus surpris. On a parlé l'autre jour de Sciences Po Menton, qui avait interdit à un élève juif, me semble-t-il, de rentrer également.
évidemment, quand on voit comment dirais-je, le côté très permissif de la direction de Sciences Po Paris vis-à-vis d'allégations et de propos antisémites, je crois pour le coup que là, il y a un véritable virage qui se passe dans notre pays. Et même si c'est extrêmement choquant aux États-Unis, je suis d'autant plus inquiet que cela se passe en France. Et comme le disait Arnaud, effectivement, nous avons connu sur notre propre sol au XXe siècle ce qu'était l'antisémitisme et ce que fut la barbarie, l'horreur, les camps de concentration. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à rappeler ça aux gens. Ça commence par dénigrer, ça commence par des entreprises qui n'osent plus vendre des produits en étiquetant que cela provient d'Israël. Ça commence aussi par le fait que des étudiants ne puissent plus rentrer dans les établissements scolaires. Là, ça fait aussi écho aux gens qui ne peuvent plus se promener avec une kippa dans les rues. Enfin, je veux dire, on en est quand même au point où, pour moi, c'est un point de rupture. C'est un point de rupture avec ce qu'est être censé notre pays. Avec une force politique importante quand même, Geneviève, qui instrumentalise ça, qui joue sur ce discours on va en parler avec LFI qui est effectivement accusé de cliver et d'accentuer ce courant et ce mouvement. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de commenter l'actualité. On est parti sur effectivement LFI. Vous aviez commencé, Geneviève Betzinger, à parler de Jean-Luc Mélenchon. Il était hier à Sciences Po et on voit que même dans la société française, il y a une fracture. Frédéric Dabi nous disait qu'il y avait quand même, et on l'a vu dans notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les européennes, que ça c'est à la marge, mais la dynamique est plutôt à la baisse pour LFI. Donc il y a visiblement des gens qui ne. Donc ça montre que finalement cette stratégie de fracturation de la société française et de miser uniquement en fait sur le conflit entre Israël et le Hamas dans cette élection européenne ne fonctionne pas si bien que cela. Maintenant, je pense que quand même dans les esprits, ça laisse des traces, ça marque. Comparer un président d'université à Eichmann, c'est quand même dénaturer l'histoire. C'est juste proprement irresponsable en réalité, parce que c'est banaliser ce qu'a été l'Holocauste, banaliser ce qu'a été cette période terrible de l'histoire pour notre pays. Je déteste les interdictions par principe, mais cela dit, transformer des universités en meetings politiques, c'est pas non plus la place de l'université d'y tenir des meetings politiques. C'est normalement un lieu de débat, un lieu de confrontation des points de vue. Alors on vous dit que c'est une conférence. Hier, c'était intitulé conférence. En réalité, c'est des meetings. Et par rapport à la gravité de la situation à Gaza, qu'aucun de nous, mais d'ailleurs que vous ne niez pas non plus, Arnaud, qu'il y a quelque chose de déchirant aussi. Je trouve que instrumentaliser ça et essayer d'essentialiser une partie de la société française, c'est aussi extrêmement grave. On ne va pas renvoyer des communautés, d'ailleurs on ne parle pas de communauté chez nous normalement, mais des Français parce qu'ils ont une religion à une prise de position prédéterminée sur un conflit et à un choix politique aux élections européennes qui serait directement fonction de la situation internationale. Tout ça est d'une extrême gravité. Ce monsieur est totalement irresponsable. Il est en lutte, il est en train d'essayer de détruire notre cohésion nationale et notre cohésion sociale. C'est extrêmement grave. Voilà. Réaction moi, sur la stratégie de Mélenchon, si on analyse d'une manière un peu clinique et froide, d'abord il faut se méfier parce que Mélenchon a souvent été donné perdant, finalement décrédibilisé dans l'opinion publique. Et moi, ce que je constate, c'est que à toutes les élections présidentielles, finalement, il finit assez près de la qualification au second tour. Parce que force est de constater que malgré ces provocations, et très souvent des provocations ignominieuses, il n'en demeure pas moins l'homme politique français à gauche, et même au-delà de la gauche, qui a le plus de charisme, qui est le meilleur orateur, qui a une très grande culture historique, ce qui rend d'autant plus impardonnable ces provocations. Mais il y a quelque chose chez Jean-Luc Mélenchon qui
permet de fasciner une partie de l'électorat. Et Mélenchon, encore une fois, à chaque élection présidentielle, fait des scores qui sont bien au-delà de ce que l'on peut, et même parfois de ce que lui prédisent les instituts de sondage. Sa stratégie, elle est assez simple en l'occurrence. C'est une stratégie qui consiste à solidifier ce qu'il considère son cœur électoral, qui est un cœur aujourd'hui très communautaire, très communautariste, voire parfois un peu bobo dans un certain nombre de centres-villes, et de considérer que de toute façon, dans la perspective d'une élection présidentielle, c'est lui qui virera en tête dans les sondages par rapport à la concurrence de gauche, et que de toute façon, il y aura une cristallisation d'un vote utile qui se fera en sa faveur. C'est ça la stratégie aujourd'hui de Mélenchon sur le plan électoral. Alors il a une deuxième stratégie, qui est encore plus inquiétante, celle-ci. D'ailleurs, il l'a théorisé, c'est la stratégie du bruit et de la fureur. Ouais. C'est-à-dire qu'on tape de plus en plus sur le système, on est de plus en plus transgressif pour tout simplement faire vaciller le système et créer une situation qui est une situation pré-insurrectionnelle ou pré-révolutionnaire. Donc, la stratégie de Mélenchon n'est pas une stratégie spontanéiste, c'est une stratégie qui est très pensée et dont il ne faut pas considérer que malgré le résultat des élections européennes qui sera certainement mauvais pour la France insoumise, ce sont les résultats de la France insoumise aux élections européennes sont toujours mauvais. Ouais. Ils ont été mauvais en 2019, ils ont été mauvais en 2014. En 2014, c'était pas la France insoumise, c'était le parti de gauche, je crois encore. Mais ça n'hypothèque en rien, j'allais dire, malheureusement d'ailleurs, son avenir électoral, si ce n'est quand même, bon, il y a une limite à la stratégie de Mélenchon, c'est que c'est une limite qui est d'ordre biologique, c'est son âge. Oui, un handicap. Alors, je vais rebondir avant, si ça vous ennuie pas. Sauf que la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une véritable contestation interne au sein de la France insoumise sur cette stratégie électorale-là, avec des voix quand même qui portent, et notamment celle de François Ruffin, qui se positionne très clairement aujourd'hui en relève sur une autre ligne politique. Oui, enfin, on l'a évoqué hier. Combien de divisions et il y a ce sondage qui circule, pardon. Oui, mais qui a été commandé par son mouvement. Cluster en plus. Pardon. C'est l'Institut Cluster. Ouais. Oui, mais enfin qui lui donnerait 29% au premier tour. 29% au premier tour. Enfin, moi, je prends ce sondage avec les plus extrêmes réserves. C'est ce qu'on a dit hier. C'est aller dans la rue, demander qui connaît François Ruffin. Je suis pas certaine que c'est un peu ce qu'on a évoqué hier. Je ne sais pas, mais néanmoins, il y a aujourd'hui quand même débat au sein de la France insoumise sur cette stratégie de chaos. Un petit point juste pour rebondir. Il y a toujours eu débat quand même à la France insoumise. Je rappelle une chose, Geneviève. En 2017, il y a toute l'aile souverainiste de la France insoumise, Georges Kuzmanovitch, François Koch, etc., qui ont été littéralement purgés par Jean-Luc Mélenchon et par la direction de la France insoumise. Et je pense que de toute façon, c'est la culture de Jean-Luc Mélenchon qui est une culture trotskiste. Il n'hésitera pas à purger ceux qui contestent son leadership, le moment venu. Donc c'est une réalité aussi avec laquelle il faut compter. Alors, Benjamin Cauchy. Moi, j'aurais mis un bémol, Arnaud, à votre analyse. Je vous l'accorde sur 2017 ou 2022, où il était d'autant plus aisé pour Jean-Luc Mélenchon d'être, pardonnez-moi, le leader charismatique, parce qu'il y avait personne d'autre en face à gauche. On peut pas dire qu'Anne Hidalgo porte véritablement le charisme de la gauche de demain. Il y a qui aujourd'hui ? Pour le coup, aujourd'hui, je pense que quand on voit la percée de Raphaël Glucksmann, je ne dis pas que Glucksmann a un destin national et n'en veut pas, on est bien d'accord, mais quoi qu'il en soit, la gauche est capable aujourd'hui, ne serait-ce que d'un côté sondagier, de fédérer 12-13% des gens, parce que d'une part, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, Arnaud, se replie sur son fonds de commerce minimal, qui est celui du communautarisme islamiste, on peut dire les choses, musulman, et de l'autre côté, on a quand même un gouvernement qui tente un virage à droite. Et donc ce virage à droite, incarné, qu'on le veuille ou non, par Gabriel Attal, je pense à la Baïa, je pense à l'autorité, tu répares, tu casses, tous ces discours-là sont en train de faire peur au centre-gauche, finalement. Je pense à Sacha Houlié ou d'autres députés qui commencent déjà à tirer la sonnette d'alarme sur la dérive droitière, entre guillemets, de la Macronie. Donc je pense qu'une gauche plus, plus consensuelle que celle de Jean-Luc Mélenchon peut avoir un aura dans les années à venir. Donc moi, je ne mettrai plus autant de crédit que cela à Jean-Luc Mélenchon. Après, le problème, c'est celui de l'incarnation, Arnaud. Et j'ai envie de vous dire, à droite, l'incarnation, on la cherche encore. Benoît. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une stratégie de toute façon dont on est quasiment certain qu'il ne permettra pas de conquérir le pouvoir. En revanche, effectivement, vous l'avez dit, comme c'est quand même le meilleur à gauche,
clairement, il se distingue à la fois dans son positionnement et par sa personnalité du Parti communiste et du Parti socialiste. Il est évident qu'il a un boulevard. Alors, je crois que Mélenchon, c'est un peu l'homme de la grande contradiction. C'était un homme droit au moment notamment des élections de la Constitution européenne. Maintenant, il se couche devant des militants les plus radicaux. Il était de gauche, il draine avec lui maintenant des gens qui ne croient plus au clivage droite-gauche. Il a voté Maastricht en 1992. Exact, mais après, il s'est entre guillemets converti au souverainisme. Il était le militant laïque vraiment par excellence. Et aujourd'hui, il milite aux côtés de gens qui détestent la laïcité française. Et enfin, c'était l'incarnation à gauche certaine culture républicaine, et il milite aujourd'hui avec des gens qui détestent la République française. Et moi, je crois que effectivement, il a déjà bien consolidé son électorat, on va dire traditionnel de gauche, et maintenant son enjeu, c'est de réveiller. Et c'est certainement le plus grand défi qu'il a, et ça me semble très compliqué d'y parvenir, c'est de faire voter des gens qui ne votent très rarement. C'est-à-dire très concrètement, les quartiers communautaires dont vous parliez tout à l'heure ne votent finalement très peu. Et là, il se dit quoi ? Il se dit, en fait, l'occasion du conflit israélo-palestinien, c'est une occasion unique de réveiller cet électorat pour qu'effectivement, donc en fait, de stimuler un ressort de vote qui fait qu'en fait, si on appuie à longueur de temps sur cette thématique-là, peut-être qu'enfin ces quartiers vont voter, et s'ils votent, ils voteront pour moi. Et on voit d'ailleurs que la base électorale de tous les députés LFI, en grande partie en tout cas d'entre eux, c'est effectivement tous ces quartiers communautaires. Alors, on me dit effectivement, arrêtez de taper sur Mélenchon, vous êtes unanime sur le sujet, et nous on a un programme, mais j'ai envie de vous dire, Marie-Luce qui dit tapez sur LFI tant que vous voulez, nous avons un programme, l'avenir en commun, lisez-le avant de sortir des âneries. On vous fait donc si peur. C'est pas tellement ça, c'est que le problème, c'est que, et ça s'applique à tous les partis, c'est qu'à quel moment on parle de l'Europe pendant cette campagne des sur Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, moi j'explique que Jean-Luc Mélenchon, sa stratégie est une stratégie qui est pensée, qui est rationnelle à ses yeux, et qui est une stratégie qui peut, d'une certaine manière, encore le faire virer en tête à gauche. Bon, après, il est évident que, je veux dire, on n'est pas obligé de partager quand même les propos de Jean-Luc Mélenchon et les excès de Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous voulez, ce que vous dites sur les quartiers communautaires, d'abord, les quartiers communautaires ont envoyé des députés LFI, il faut le rappeler. Ça, c'est important. Et cette stratégie, elle a été pensée par Coquerel. Coquerel lui a vendu l'idée qu'il suffisait d'avoir 800 000 voix supplémentaires pour être éligible au second tour. Donc, et ces 800 000 voix, où est-ce qu'elles se trouvent ? Elles se trouvent dans les quartiers où le communautarisme est le plus fort. Et c'est la stratégie de Mélenchon depuis 2017. D'aller chercher ses voix. Voilà. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va parler couvre-feu. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après, les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire, et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins, et le surlendemain, à leur mettre une baffe, et le surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure. Sud Radio, parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec vous, avec ces problèmes d'autorité, ces problèmes de délinquance des mineurs, deux sujets dans l'actualité, le droit de correction. Donc après, peut-être qu'on peut commencer avec ça. Hein. C'est un homme qui est accusé, c'est un policier accusé de violence envers ses enfants, qui a été condamné en première instance et qui vient d'être relaxé puisqu'il reconnaît. Alors il a reconnu une éducation stricte et rude, mais il a été relaxé au nom donc du droit de correction. Pourtant, quand on lit tout de même ce qu'il infligeait à ses enfants est un peu terrifiant, mais c'est vrai qu'il y avait une loi anti-fessée, donc ça va peut-être faire jurisprudence. Vous en pensez quoi ? Ce droit de correction normalement n'existe pas, n'existe plus depuis la loi de 2019, la fameuse loi dite anti. La fessée, la gifle, les brumades, les humiliations sont interdites. Donc il y a des pourvois en cassation évidemment, mais l'un des enfants dit: quand mon père est énervé contre moi, il m'étrangle, me colle contre le mur. Moi et mon petit frère, on est terrifiés à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est hallucinant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est juste que les violences contre les enfants, à l'encontre des enfants, ne sont jamais justifiables, quelles que soient les circonstances.
On a peut-être, vous avez peut-être eu aussi des enfants. Par moment, on a été exaspérés par nos enfants. On a fait peut-être envie, mais enfin, ce n'est jamais justifiable. On peut pas lever la main sur un enfant, encore moins évidemment l'étrangler, le cogner. Il n'y a pas de bonne fessée. Aucune violence n'est tolérable. Voilà, et il y a une loi depuis 2019 qu'il faut appliquer. Moi, je suis étonnée quand même qu'on puisse se référer à cette pseudo-jurisprudence du droit à la correction. On sait très bien depuis les progrès des neurosciences que dans l'estime de soi, dans la construction de soi, dans les années d'éducation et la manière dont on traite un enfant sont absolument essentielles. Donc on explique, on ne cogne pas. Enfin bon, voilà. Après c'est le symptôme sans doute d'une difficulté des parents aujourd'hui face. Mais là, ce qui intéresse, c'est la décision de justice. Oui, bien sûr. Mais elle me semble contraire à la loi. Mais après, c'est-à-dire que si l'enfant a fait l'objet d'une tentative, j'allais dire, d'étranglement, puisque c'est ce que je comprends. Je ne vois pas comment on peut légitimer un prétendu droit de correction. Mais qui en plus n'existe pas. Enfin, c'est... Je veux dire, ça me paraît totalement disproportionné, en l'occurrence. En plus, ça n'existe pas, oui. Ouais. Ça. Bah alors, d'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'autorité, et de l'autre, quand il y en a sujet, trop... quand même. Oui, on va y revenir. Mais déjà sur vous en pensez quoi, vous, Benoît ? Je suis un peu surpris par la décision, effectivement. Ouais. Après, je suis pas complètement opposé à la fessée. Je trouve pas que la fessée soit destructrice pour l'enfant. Je dis pas qu'il faut en abuser, évidemment, il faut limiter la violence, machin, mais je trouve que le fait d'interdire la fessée, outre le fait que c'est absolument ridicule, parce que personne, évidemment, sauf à mettre un agent de police dans chaque maison, c'est évidemment inapplicable. Mais là, il y a eu une plainte. Non, mais là, on n'est pas dans le cas, justement, de la fessée. C'est pour ça que je dis, je mets ce cas de côté, parce qu'effectivement, la décision est quand même surprenante compte tenu de ce qu'expliquent les enfants. Après, je pense qu'il faut pas non plus, je crois, être complètement... mettre les parents qui donnent des petites fessées parfois en camp de rééducation, je crois qu'il faut pas exagérer. On a depuis quelques années quand même une espèce on parle beaucoup d'éducation positive basée sur le dialogue, sur le respect mutuel, et c'est très positif, vous l'avez dit, pour la construction de l'enfant. Néanmoins, les parents sont des êtres humains, donc parfois il nous arrive effectivement de céder un peu facilement dans des proportions évidemment qu'il faut mesurer, ça va de soi. Et puis parfois la fessée, c'est le stade ultime de la punition. Ça me semble pas non plus traumatisant. Voilà. Bon, je sais pas, Benjamin, sur ce fait-là, et puis après on va revenir sur les mineurs et la protection des mineurs. C'est le père de famille là qui va plutôt réagir que celui de chef d'entreprise. J'ai 2 garçons. Moi, le principe d'autorité, c'est de faire le regard le plus agréable possible, et ça m'arrive de le faire. Donc un regard noir, je peux vous assurer que le petit de 11 ans, le regard noir, et va dans ta chambre, ça fonctionne encore. Donc je pense que c'est vraiment, j'entends, Benoît, tu parles effectivement de cette pédagogie un petit peu bisounours, où l'enfant est roi, où rien ne peut lui être reproché, où son atteinte à l'intégrité est irrévocable, bien évidemment. Je pense que pour moi, passer à la fessée, je parle même pas de ce policier, je suis assez très, très surpris de la décision de justice, mais je pense pas que la fessée soit la solution, quoi. Voilà. Parlons donc, on va parler, il y a beaucoup de sujets autour des mineurs. Il y a hier le Premier ministre, on l'a évoqué, qui se rendait à Nice en inspection dans un internat de rupture. Beaucoup de questions autour de cet internat. Vous avez qu'est-ce que vous en avez pensé, la séquence de communication, c'était assez étonnant. On voit quand même que Gabriel Attal n'a pas l'habitude de s'adresser à des enfants, manifestement. Ouais. Et je trouve que finalement, à un moment donné, l'abus de communication finit par nuire à ce que l'on souhaite promouvoir. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé ces images, pour tout vous dire, assez contre-productive, mais bon, c'est un avis très personnel. Oui, avec des enfants qui expliquaient être là contre leur gré, 15 jours, est-ce que ça suffit à les remettre Ce qui était terrible, c'était la mise en scène, si je puis me permettre, Valérie. Ce qui était terrible, c'était la mise en scène des enfants qui, a priori, vont dans des centres de redressement, de rééducation, vous lui donnez le nom que vous voulez, c'est les maisons de correction 2.0. Je ne trouvais pas ça très utile de les valoriser sur une scène, ou d'engager encore une sorte de grand débat, forum, en demi-cercle avec des enfants. Tu vois, tu es un vilain, tu vois, tu as fait plein de bêtises, et tu vois, on va te mettre dans une maison de redressement. Moi, je trouve que c'était gênant, de mettre en scène des enfants. Qui vont pour le coup risquer de se faire moquer d'eux, d'être harcelés par la suite, quoi. Il vaut mieux que Macron était méchant. Il vaut mieux limiter l'utilisation des enfants en termes de communication politique, il me semble. Non, et celui qui lui demande s'il est riche.
C'était extraordinaire. Mais un enfant, là, je jouais dans une dépêche AFP. Mes parents ne m'ont pas convaincu d'y aller. Ils m'ont forcé. Je n'ai rien à dire. C'était ça ou le bled, a témoigné Ryan, 14 ans, en 4e, en admettant qu'il faisait n'importe quoi à l'école. Donc le Premier ministre lui a dit, tu vas apprendre plein de choses, vous allez faire plein d'activités, et à la fin, vous serez content d'être là. Donc je pense qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des enfants de 14 ans. Voilà. Et la petite phrase sur la déconnexion numérique aussi. Ça va te faire du bien de déconnecter. Ça va te faire du bien de ne plus avoir de portable. De ton portable pendant quelques jours. Voilà. Du volontariat dirigé, selon le Premier Voilà, ministre. donc question autour de l'autorité. Est-ce que ça va suffire d'envoyer des enfants décrocheurs 15 jours dans des colonies de vacances encadrées? On va appeler ça comme ça. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à de la com. Et puis après, il y a des actions plus concrètes. Et c'est vrai que là aussi, on est un peu surpris quand on voit à Béziers le maire obligé de prendre un arrêté pour interdire, pour imposer un couvre-feu pour les enfants de moins de 13 ans. On parle d'enfants de moins de 13 ans. Oui, ça veut dire que les parents ne sont pas capables de garder leur enfant chez eux la nuit. Oui. C'est quand même un problème, c'est un déficit de l'autorité parentale. Oui. C'est tout ça que ça traduit. Bah oui, mais on en est là aujourd'hui à mettre des couvre-feux dans les écoles, dans les villes. C'est difficilement applicable quand même. Ça veut dire que vous allez sortir. D'abord, ça avait été invalidé par le Conseil d'État, donc on va voir là quelle va être la décision. Et ensuite, c'est quand même très difficilement applicable de payer des policiers pour surveiller toutes les rues d'une ville pour empêcher des enfants de sortir. Ça relève typiquement de l'autorité parentale, ce type de choses. Sur les enfants qui ont moins de 13 ans, mais ils n'ont rien à faire dehors. En principe, ils n'ont rien à faire dehors. On est d'accord. Ils ont déjà moins de 13 ans entre 23h et 6h du matin. 6h du matin. C'est le bon sens, ils n'ont rien à faire dehors. Là-dessus, on est d'accord. Je crois que c'est une mesure de bon sens. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est de la coercition, mais on est tellement... Enfin, je veux dire, le bon sens est tellement bousculé qu'on est obligé, pour mettre du plomb dans la tête des parents, en quelque sorte, de leur dire, voilà, vous serez sanctionné si jamais votre enfant de moins de 13 ans est dans la rue, seul, entre 23h et 6h du matin. Puisque ces parents n'appliquent pas, ou en tout cas ne font pas preuve d'autorité parentale, c'est effectivement, malheureusement, la société qui doit là-dessus prendre le relais pour remettre un cadre qui est mais je crois que ne veulent pas ou ne peuvent pas appliquer un certain nombre de parents. J'insiste, petite parenthèse, on ne parle jamais, moi je suis surpris à chaque fois dans les émeutes, on voit qu'une grande partie des enfants sont élevés souvent par leur mère. Je comprends pas qu'on ne parle pas de l'autorité paternelle, on se demande où sont les pères dans ce genre de situation. Ils sont jamais là, ils sont jamais sanctionnés. On parle que de la mère qui fait ce qu'elle peut avec les enfants. Je trouve ça surréaliste que les pères ne soient jamais concernés ou jamais impliqués dans toutes ces réflexions. Parce que, objectivement, les enfants, évidemment, n'ont rien à faire dans la rue. Et c'est la preuve d'une société profondément malade. Après, c'est pris quand même par des acteurs de terrain. Je veux dire, vous avez vu le maire de Nice, là, Estrosi, qui l'a mis en place, je le disais ça ce matin, de 2009 à 2020, ce fameux couvre-feu dans certains quartiers de sa ville, pour éviter la violence, pour éviter les trafics de drogue. Mais on assiste à une violence de plus en plus importante de mineurs, dont on sait qu'ils sont surreprésentés dans les trafics de stupéfiants, les violences sexuelles sur mineurs, des coups et violences sur les moins de 15 ans. Et puis ils ont un gros taux de récidive. Donc je veux dire, il y a quand même une explosion malheureusement de la violence chez les jeunes. Et le fait nouveau, je crois, c'est qu'enfin les pouvoirs publics traitent ce problème et osent en parler. Celui qui en a parlé, c'est Gabriel Attal dans son entretien d'il y a quelques jours à la télévision. Je veux dire, et c'était, je crois, inenvisageable il y a 10 ans qu'on parle de ces sujets si librement. Là aujourd'hui on est arrivé à un stade tellement malheureusement dramatique que sans coercition il n'y aura pas de résultat. Et dernier mot, que ce soit Robert Ménard ou que ce soit Estrosi, les deux ont dit quand même que durant l'application de leur règlement, la violence avait quand même décru. Voilà. Ouais. On va marquer une pause et on continue sur ce débat dans un instant avec vous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec Benjamin Cauchy, Benoît Perrin, Geneviève Gotzinger et Arnaud Benedetti. Nous parlions donc de la violence des mineurs et cette impossibilité de trouver des réponses adaptées à la situation aujourd'hui. Peut-être que pour plus tard, on trouvera des solutions, mais pour ceux qui aujourd'hui sont concernés, comment les encadrer et comment faire? Je rappelais le cas de la jeune fille Samara qui est obligée de reprendre ses cours à distance, de ces jeunes qui ne sont pas passés en conseil de discipline. Hier, une enseignante me racontait qu'un élève qui est connu de tout le
corps enseignant dans son collège est un élève perturbé, qui a été convoqué en conseil de discipline, et le directeur, le proviseur n'a rien trouvé de mieux que de dire attention, la prochaine fois tu seras puni, alors qu'il a insulté. Donc voilà, on en est aussi là. Où on laisse les enseignants aujourd'hui dans les écoles seuls face à des éléments qui sont connus. C'est ça qui est un peu perturbant, c'est qu'on sait qui ils sont, on sait qui sont ces mineurs délinquants, et que rien ne se passe. Rien ne se passe pour les victimes qui sont obligées de changer de lycée, alors que les coupables sont encore dans les établissements, ce qui est quand même surréaliste. Ouais. Mais moi, sur la mesure de couvre-feu, je crois que, je voudrais revenir 30 secondes là-dessus, c'est que il ne faut pas la présenter comme une mesure de coercition. C'est une mesure de protection des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, leur interdire de sortir entre 23h et 6h du matin, c'est surtout et principalement pour les protéger contre eux-mêmes, les protéger contre des agressions vis-à-vis des parents. Vis-à-vis des parents. C'est une mesure, je crois, de coercition vis-à-vis des parents et de protection vis-à-vis des enfants. Non, mais enfin, encore une fois, ça devrait même pas être pensé comme une mesure de coercition vis-à-vis des parents. Les parents, s'ils tiennent leur rôle et ils font leur devoir et leur mission de parents, c'est d'empêcher en effet un enfant de moins de 13 ans d'être dans la rue à 23h. Ça me paraît le bon sens que de dire cela. Et le rappeler, c'est quand même quelque chose qui ne devrait même pas être fait, en l'occurrence. Donc ça en dit long sur le délitement de notre société et sur parfois aussi, en effet, la grande fragilité d'un certain nombre de familles, et notamment de familles monoparentales. Mais je ne vois pas aujourd'hui, si vous voulez, comment on peut à la fois dire qu'il faut rétablir un discours qu'il faut tenir un discours qu'il faut rétablir l'autorité sans prendre des mesures qui vont en effet permettre de rétablir cette autorité, parce que sinon vous en restez seulement au stade des mots et au stade des déclarations d'intention. Donc moi ça me paraît, j'allais dire, tout à fait naturel qu'aujourd'hui les politiques de fermeté, les politiques d'autorité soient suivies, accompagnées d'actes qui, je veux dire, enracinent et affirment cette autorité. Et le couvre-feu en est un comme un autre. Et moi je suis surpris, par exemple, en effet, je voudrais bien lire la décision du Conseil d'État dont parlait Geneviève. Enfin, à un moment donné, il va falloir aussi que le Conseil d'État considère que la protection de la société, c'est une de ses missions aussi, en l'occurrence. Oui. Non, mais c'est vrai. Benjamin ? Oui, c'est effectivement le point que je voulais soulever, c'est ce qu'avait rappelé Geneviève, c'est que le Conseil d'État avait retoqué un arrêté de mise en place d'un couvre-feu, et là se pose la véritable question, quel est le véritable pouvoir du maire, car lui seul, avec son équipe municipale, sont en capacité, avec les forces de sécurité locales, gendarmerie, police nationale, des DSP, sont en capacité de déterminer dans une ville ou non s'il y a une nécessité. Je ne crois pas à la généralisation, mais en revanche, je crois véritablement que la législation devrait agir pour laisser les pleins pouvoirs sur ce sujet-là aux maires. Et après, effectivement, s'il y a des cas de délinquance et d'insécurité flagrante dans lequel le premier magistrat ne serait pas en capacité de répondre, là, pour le coup, c'est au préfet de prendre le relais, quoi. Mais je pense que le Conseil d'État, pour le coup, encore une fois, agit contre le bon sens. Il avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme qui estimait que c'était contraire à l'état de droit, qui constituait une violation de l'état de droit. Donc, en soyons clairs, pardonnez-moi, mais alors la Ligue des droits de l'homme, comme d'autres associations, aujourd'hui, l'état de droit, c'est le droit à tout, finalement, et c'est le droit à la tolérance, au mépris de la liberté, du respect, de la propriété de l'autre. Donc c'est juste, ce sont ce type d'associations qui cassent les derniers fragments d'autorité qui peuvent rester dans notre pays. Oui, alors une auditrice me dit, mon fils qui va sur ses 18 ans, il apprécie pas l'idée du couvre-feu parce que lui, il est pas violent, et il dit, moi je suis en vacances, il faudrait que je ne puisse pas être dehors avec mes potes à 21h. D'abord, c'est les moins de 13 ans. Là, c'est les moins de 13 ans. C'est les moins de 13 ans à Béziers. C'est les moins de 13 ans à Béziers. 18 ans, c'était aux Antilles. Oui, mais 18 ans, c'est des mesures ponctuelles, dans un cadre de violence ponctuelle. Là, c'est 13 ans, on parle de 13 ans. Voilà, c'est des choses différentes. On peut imaginer, dans des endroits où il y a ponctuellement d'énormes problèmes, qu'il y ait un couvre-feu ponctuel qui soit élargi au moins de 18 ans. Mais que des gamins de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à vaquer dans la rue la nuit, effectivement, c'est une mesure de protection. C'est comme ceux qui s'opposeraient à la loi actuelle qui interdit aux enfants de moins de 13 ans d'aller dans des
débarre tout seul. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens, quoi. Bien sûr. Ça existe déjà, en fait, ce type de loi. Mais avec un objectif, vous avez on ne devrait même pas en discuter, d'ailleurs. De protection de l'enfant. C'est ça le problème. On en est là, mais des sujets de débat qui ne l'étaient pas, d'ailleurs, fondamentalement. Voilà. Et même les responsables d'associations qui font des procès, ça m'étonnerait qu'ils laissent leurs enfants tout seuls, de moins de 13 ans, entre 23h et 6h du matin. Ou alors, s'ils le font, c'est vraiment irresponsable. Donc, on dit 13 ans, mais vous voyez ce qui s'est passé à Grande-Sainte, c'était 14 ans et 15 ans. Donc, on est aussi face à une délinquance. Alors, il y a toujours eu de la délinquance des mineurs, mais une délinquance face à laquelle, visiblement, on est quand même assez démunis. En tout cas, on est obligé de prendre des mesures un peu fortes, quoi, tout simplement. Oui. On est face à une hyper-violence. Lisa, elle nous dit, donc, résumons la situation, la fessée, les sanctions, les baffes, c'est mal, mais le couvre-feu pour tout le monde, y compris les gamins tranquilles, c'est super chouette. C'est pas ça. Je pense qu'on peut tenir ses enfants sans leur foutre des baffes et sans fesser. Les sanctions, oui. La punition, mettre des limites. En fait, quand vous écoutez les pédopsychiatres, ils vous expliquent que ce sont des enfants qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas de cadre, qui n'ont pas eu de cadre. Donc, entre le cadre et la fessée, il y a peut-être un juste milieu. Ça s'appelle l'éducation. C'est pas forcément facile, l'éducation, mais en même temps, si on veut des enfants, on sait qu'on va les éduquer. Même avec le couvre-feu, un enfant peut être dehors, mais il peut être dehors avec ses parents ou avec un adulte. C'est tout, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Avec un majeur. Ils rentrent du cinéma à 23h15, il n'y a aucun problème. Mais je voudrais qu'on revienne sur les centres et ces 15 jours donc proposés. Et là, je me tourne vers contribuables associés. C'est-à-dire qui va payer tous les Français, parce que tous les Français sont contribuables. Je rappelle juste un chiffre, c'est le première ressource de l'État, c'est la TVA, à peu près 200 milliards. Et tout le monde paie la TVA, sauf si vous n'avez jamais acheté de café de votre vie, si vous n'avez jamais acheté de pain ou jamais acheté de chemise. Tout le monde paie de la TVA, donc tout le monde est contribuable, y compris les mineurs qui ont un peu d'argent de poche et qui s'achètent ce qu'ils souhaitent s'acheter. Donc sur la justice, ce qu'il faut juste rappeler quand même, c'est sur le budget de la dépense publique. Quand l'État dépense 1 000 euros, il n'y en a que 7 euros qui vont à la justice. C'est très important parce que quand on a ce rapport entre 1 000 euros et 7 euros, on comprend qu'en fait, la justice est pour le coup sous-dotée. En France, en gros, on dépense plus que dans tous les secteurs que nos voisins européens. Et vraiment dans tous les secteurs, sauf justement dans la sécurité, dans la justice, dans les transports. Voilà, c'est à peu près les 3 secteurs dans lesquels on dépense moins. Et là, pour le coup, c'est sûr qu'il faut des moyens pour la justice, mais il faut des moyens, mais aussi il faut des réformes toutes bêtes. Il y a eu une grosse augmentation du budget de la justice. On est passé en gros, aujourd'hui on a 12 milliards. Voilà, juste le déficit français l'année dernière, c'est 170 milliards. Le budget de la justice, c'est 12 milliards. Là aussi, ça permet de comprendre l'étendue du déficit français. Oui, mais je ne veux pas faire ma poujadiste, mais où va l'argent ? Parce qu'on a besoin d'argent dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, dans la sécurité. La charge de la dette, les dépenses sociales, voilà, tu vois, quelques pistes là. Benjamin ? Oui, effectivement, le sujet, c'est véritablement retrouver des marges de manœuvre à l'échelle de nos finances publiques va nécessiter de toute façon, de manière subie ou choisie, un tournant libéral va s'imposer, quel que soit le candidat qui sera élu en 2027. Nos finances publiques ne nous permettent plus d'être cet État-providence et de dégager des marges de manœuvre on parlait en début d'émission de la nécessité de maintenir en état nos infrastructures routières, autoroutières, les ponts, voilà, tous ces enjeux stratégiques pour la circulation des Français et de tous ceux qui viennent dans notre pays. Et donc, il va falloir trouver des coupes franches. Il va falloir véritablement trouver des coupes franches, puisque la charge de la dette, on va pas pouvoir l'étaler outre mesure, et donc il va falloir tailler dans le budget. Est-ce qu'il faudra toujours financer des chorégraphes par le ministère de la Culture ? Est-ce qu'il faudra toujours financer des ponts qui ne servent à rien au milieu de routes qui n'ont jamais été créés ? Voilà, je pense que Benoît Perrin a une liste aussi longue que son bras pour nous raconter les gabegies financières, mais il va falloir une rationalisation. Et alors, je vais pas prendre l'exemple sur le président de l'Argentine, parce que là, on est effectivement, c'est un petit peu comme l'histoire de la fessée dans l'éducation. On est peut-être dans une ultra-radicalité, mais je crois qu'il faut peut-être s'inspirer de régimes plus libéraux qui, de toute façon, aujourd'hui, seront peut-être les seuls à s'en sortir. Juste pour anecdote, pour la première fois depuis 2008, les comptes publics argentins sont en positif. Voilà, sur le premier trimestre 2024. C'est la première fois depuis 2008. C'est vrai. Exactement, Benjamin. Mais non, je suis désolée, il y a une discussion entre auditeurs. Lisa dit les enfants sont éduqués.
Et éviter les insultes, ce serait mieux. Non, les enfants ne sont pas éduqués. Je suis désolée, Lisa, vous avez des enfants qui aujourd'hui ne sont pas éduqués, ne sont pas livrés, sont livrés à eux-mêmes. Il suffit d'aller dans un certain nombre de collèges et de voir comment se comportent un certain nombre de classes avec leurs enseignants. Les enseignants n'arrivent pas à les maîtriser. J'espère juste que dans ces internats, on se concentrera sur l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est de leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Oui, c'est vrai. On mette peut-être de côté très rapidement les valeurs de la République, dont, à mon avis, ils n'ont que faire. Il faut les armer intellectuellement. Et la violence se maîtrise aussi, justement, par la maîtrise du langage et par une lecture fluide. Voilà. Et quand on voit les résultats catastrophiques de l'école, j'espère que l'école va d'abord se concentrer là-dessus. On parlera du reste ensuite. Mais vous avez entièrement raison. Éviter l'entrisme sociétal, communautaire, associatif qui vient remplacer des heures de cours. Non, mais vous avez raison, et c'est ce que dit le linguiste Alain Bentelila. Quand vous avez des jeunes qui ne savent pas s'exprimer, qui ont un déficit, qui ont 10% de mots de vocabulaire par rapport à des enfants qui savent lire, écrire et compter, vous ne pouvez être que dans la violence, parce que pas de réflexion, pas de raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez être que décérébré. Oui, voilà. C'est un peu ça. Et être décérébré conduit effectivement à la violence, à l'incapacité de. Mais moi, je suis assez d'accord sur mettre le paquet, comme on dit, sur le primaire, sur lire, écrire, compter en priorité, et puis après, et puis voir effectivement comment sont gérées ces familles dont on sait qu'elles posent problème, mais qui posent difficulté. Quand vous parlez aux maires des communes, toutes les difficultés. On a quasiment un quart des enfants qui arrivent en 6e qui ne maîtrisent pas les fondamentaux de la langue française. Faut le savoir quand même. C'est ça qui doit être la priorité. Du service militaire, une classe d'âge environ, à l'époque du service militaire, il y avait un recensement qui était plutôt aigu là-dessus, et on avait à peu près 11% d'une classe d'âge qui ne savait pas lire à l'époque. Ouais. Bon. Déjà à l'époque. Un auditeur dit faire des centres spéciaux et casser des cailloux. Voilà. Cayenne. Le bagne. Ne citez pas Cayenne, je connais des anciens candidats à la présidence de la République qui se sont vus beaucoup de griefs de la part des Antillais et des Guyanais. Donc n'allons pas à Cayenne taper du caillou. Le bagne était quand même là-bas. Allez, on se retrouve on se retrouve demain. On m'envoie ça, donc c'est Rima Hassan qui est sur la liste LFI, qui elle tiendra une conférence dans une université, sur Palestine et Gaza, Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye. C'est dans les universités, Sciences Po, ça continue. Merci à vous. Dans un instant, André Berkoff, bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.